Bonjour et merci d'avoir rejoint Full Life Channel. Alors si vous regardez l'URL qui se trouve au-dessus de ma tête, au-dessus de cette vidéo, eh bien vous constaterez que vous avez été redirigé vers cette vidéo pour vous dire plusieurs choses. C'est que si vous comptiez participer au test pour lequel je vous avais sollicité, le test de diffusion en live de la plateforme Full Life Channel, eh bien ce test finalement n'aura pas lieu. Parce que rien que pour vous inscrire, et vous avez été des centaines à vouloir vous inscrire pour vous préparer au test qui devait avoir lieu ce mardi à 14 heures heure européenne, 8 heures du matin, heure du Québec, eh bien, rien que pour vous inscrire, on a eu énormément de problèmes, ce qui fait que je n'imagine même pas les problèmes que nous pourrions avoir pour faire le test grandeur nature, puisque vous n'êtes déjà pas, pour plusieurs centaines d'entre vous, capables de vous inscrire. Donc, la décision que j'ai prise, mais restez jusqu'au bout de ce que j'ai à vous dire, la décision que j'ai prise, c'est que je mets Full Life Channel en maintenance pour une durée indéterminée. Et comme son nom l'indique, indéterminé, ça veut dire que je ne sais pas quand Full Life Channel va rouvrir. Alors, deux choses pratiques. Première chose, ceux à qui j'avais promis de découvrir une vidéo inédite, patientez encore 2-3 minutes et cette vidéo, je l'ai mise ici, donc sur un autre URL pour que vous puissiez quand même en bénéficier si ça vous intéresse. C'est une interview que j'ai accordée lundi dernier, donc le 5 avril. Et cette interview a été sollicitée par quelqu'un que je ne connaissais pas, qui s'appelle Christophe Jacob. Et nous avons abordé les aspects de cette crise Covid-19, mais plus d'un point de vue spirituel. Et j'ai trouvé cette entrevue tellement belle et tellement chouette que finalement, je me suis dit, autant vous en faire profiter. Voilà. Donc, ça, c'est pour ce que j'avais envie de vous livrer. Maintenant, si vous n'avez pas envie, vous pouvez arrêter la vidéo dans une minute. Sinon, l'autre point sur le plan pratique, comme Full Life Channel va être mis en maintenance pour une durée, est déjà en maintenance pour une durée indéterminée, moi, ce que je vous invite à faire, c'est que si vous voulez continuer à suivre l'info en question tous les jeudis et les conversations du lundi tous les lundis, eh bien, je vous invite tout simplement à rejoindre ma chaîne privée, puisque sur ma chaîne privée, vous retrouvez systématiquement toutes les vidéos qui se trouvent sur ma chaîne publique qui était hébergée par Full Life Channel. Mais comme il y a trop de problèmes au niveau du développement et au niveau de l'informatique avec Full Life Channel, je préfère vous rediriger vers cette chaîne gratuite qui est ma chaîne privée. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, de vous inscrire et vous accéderez immédiatement à toutes les vidéos que vous voulez voir. Voilà. Donc, si vous en avez envie maintenant, eh bien, je vous laisse découvrir cette interview que j'ai faite avec Christophe Jacob. Et si vous voulez découvrir le travail et la mission de Christophe et de sa compagne Babette, eh bien, je vous ai laissé deux liens également sous cette vidéo. Alors, bonne découverte et à très bientôt. Bonjour Jean-Jacques, Jean-Jacques Crèvecoeur. J'ai Jean-Jacques Crèvecoeur à côté de moi. Oh là 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 là. Et ça me fait du baume au cœur. Merci Jean-Jacques d'avoir accepté d'être présent ce soir. Enfin, ce soir ou ce jour, ou je sais pas. Chez toi, il est beaucoup plus tôt que chez moi, je crois. Hein. Oui, oui, c'est le début de l'après-midi. Il est 13h08 pour l'instant, donc Voilà, on est en décalage. Mais c'est super génial de pouvoir avoir la possibilité d'échanger avec des personnes qui sont des lanceurs d'alerte, qui sont des personnes qui s'impliquent, qui sont des personnes qui prennent des risques, qui sont des personnes qui dénoncent, qui sont là et qui ont pas peur, qui sont surtout des battants, des combattants
j'ai envie de dire, des guerriers même. Hein. Tu l'as très bien dit. Hein. Tu as repris d'ailleurs une phrase d'une personne. On est des guerriers de lumière, mais on est au-delà de ça. Hein. On est plein d'autres choses. Alors, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, moi j'ai un faible pour les physiciens. Hein. Mhm. Parce que voilà, Patrick Drouot qui a fait la préface d'un de mes livres, voilà que j'aime beaucoup. Et je ne sais pas pourquoi, bah, finalement, je te connais depuis très longtemps, mais c'est la première fois que je peux t'avoir en direct. Donc, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ce que tu as fait, ce que tu es quitté? Oui, alors je vais d'abord me présenter comme je me serais présenté jusqu'en février 2020, parce que depuis 2020, la présentation a changé un petit peu. Donc, je suis belge d'origine, émigré au Québec depuis pratiquement 18 ans maintenant. Et mon parcours universitaire, c'est que j'ai fait des études en physique, donc j'ai une maîtrise en physique quantique. J'avais commencé un doctorat que je n'ai pas terminé, un doctorat en physique quantique théorique avec une bourse que j'avais reçue. Et ce doctorat, je ne l'ai pas terminé, entre autres parce que j'ai eu la grande chance de faire la connaissance d'Edgar Morin, qui est un des plus Ah, grands penseurs contemporains français, qui aura bientôt, dans un mois et demi, 100 ans. En fait, il est né en 1921 et j'admire beaucoup le fait qu'il continue à écrire des bouquins, à faire des conférences, à répondre à des interviews et il aura 100 ans dans un peu plus d'un mois. J'ai énormément d'admiration pour cet homme. moi aussi. C'est cet homme qui m'a fait découvrir la notion de pensée complexe et de transdisciplinarité, ce qui fait que je me suis dit, mais je vais pas me spécialiser dans un domaine de la physique pendant toute ma vie et ne faire que cela. Et donc, c'est pour ça que j'ai démissionné. J'ai refait des études en philosophie. J'ai un diplôme en pédagogie aussi. J'ai fait 2 ans de recherche en pédagogie à l'université avant de devenir formateur professionnel, formateur d'adultes dans le domaine de la croissance individuelle, où donc j'apprends aux gens à prendre soin de leur vie sur le plan physique, sur le plan psychologique et sur le plan spirituel. Ça, c'est ce qui a fait ma vie jusque début 2020. Et je dirais que lorsque j'ai vu arriver le spectre de cette pseudo-pandémie de grippe Covid-19, qui n'a rien d'une pandémie et qui n'a rien même d'une épidémie, j'ai décidé d'abandonner temporairement mon travail de formateur accoucheur pour redevenir ce que j'avais été brièvement en 2009 au moment de la grippe H1N1, où déjà là, j'avais dénoncé cette mascarade, cette arnaque qui essayait de s'imposer à la population. Et donc, aujourd'hui, si on devait me présenter, ça dépend qui me présente. Les personnes malveillantes me présentent comme un conspirationniste, comme un complotiste, comme un covidio, comme un membre de l'extrême droite, comme un raciste, comme un néo-nazi, comme un de quoi est-ce qu'on m'a encore affublé? Enfin bon, il y a toute une série d'anti-vaccins, évidemment, mais ça, j'assume totalement cette position d'anti-vaccin. Je suis anti-vaccin depuis 35 ans et j'assume totalement cette position parce que j'ai suffisamment étudié cette question pour pouvoir affirmer aujourd'hui que les vaccins ne sont ni utiles ni efficaces et ils sont loin d'être inoffensifs. Il y a énormément d'effets secondaires, mais s'il y avait des effets secondaires pour quelque chose qui était utile et efficace, on pourrait encore faire la balance bénéfice-risque. Ici, il y a zéro bénéfice de la vaccination et dans l'histoire de la vaccination, il n'y a jamais eu aucun bénéfice et aucune utilité. Donc, je suis aujourd'hui traîné dans la boue par les médias mainstream, je suis traîné dans la boue par au moins la moitié de la population, mais c'est pas grave parce que ça m'a permis en 2020 de faire la connaissance de centaines de nouvelles personnes qui elles aussi sont des lanceurs d'alerte que j'ai rebaptisés finalement des gardiens de l'humanité parce que C'est c'est ce ça. que nous sommes. Nous sommes
à essayer ensemble de préserver les droits et les libertés fondamentaux et préserver surtout ce qui fait, je dirais, l'essence même de l'humanité au sens étymologique du terme, c'est-à-dire la bonté et la bienveillance. Parce que quand on dit parler avec humanité, ça veut dire parler avec bienveillance, parler avec amour, avec respect. Et c'est ça que je fais. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai abandonné mon métier pour l'instant pour me consacrer quasiment à temps plein à ce combat. Mais c'est très fort en même temps, hein, tout ce que tu dis, parce que on voit bien qu'il y a un investissement humain qui est tellement fort. Moi, j'ai envie de dire, tu vois, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais les gens se réveillent pas, etc., etc. Et en même temps, quand je vois que toi, tu as mis en place, tu as donné de ta personne, de tes propres deniers, hein, on pourrait dire ça, Solidarita, je me suis dit, waouh, putain, waouh, il y a quand même. Bon, des fois, je dis des mots un peu, hein, Mhm. mais je me suis dit, ouais, ouais, oui, oui, non, 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 non. On est quand même beaucoup en train de s'éveiller plus que ça. Tu es d'accord avec moi? Oui. Oui, et je dirais que plus le pouvoir en place s'enfonce dans l'absurdité des mesures dont on se rend compte de plus en plus et dont la majorité des personnes se rend compte de plus en plus qu'elles n'ont aucune justification logique. Hein. On parle même pas de justification scientifique parce que là, on rentrerait Ouais, dans des débats d'experts. ouais, ouais. Mais quand on voit qu'on nous impose dans plusieurs pays le couvre-feu, en quoi est-ce que le couvre-feu peut protéger une population d'un virus, hein? Est-ce que le virus se couche à une certaine heure ou se lève à une certaine heure, hein? Puisque en fait c'est ça qu'il faudrait imaginer, c'est que ça veut dire qu'on s'est rendu compte scientifiquement que le virus se réveille à 8 heures du soir ou à 9 heures du soir ou à 9h30 en fonction des pays et se recouche à 5 heures du matin. C'est un peu comme les vampires finalement. Hein. Les vampires rôdent pendant la nuit et se couchent au moment du lever du jour. Donc, au fur et à mesure que les mesures sont de plus en plus absurdes, les gens finissent par se poser des questions. Et puis, il y a un effet d'entraînement aussi. Il faut dire que j'ai été parmi les premiers à dénoncer le fait que nous allions nous engager dans une pseudo-pandémie. Donc, dès le 4 février 2020, j'ai dit ne vous en faites pas, ils sont en train de nous refaire le coup de H1N1, ils vont essayer de nouveau de nous faire peur avec quelque chose qui finalement ne fera pas plus de morts qu'une grippe ordinaire. Et finalement, à cette époque-là, j'étais très seul. On était quelques-uns parmi les plus éveillés ou ceux qui avaient déjà été alertés par la grippe H1N1. Mais ce que je trouve génial, c'est que même si YouTube m'a fermé ma chaîne YouTube après 6 mois et après avoir accumulé 13 millions et demi de vues en 6 mois et 235 000 abonnés, malgré tout, pendant ces 6 mois, j'ai probablement provoqué la vocation de centaines, sinon de milliers d'autres lanceurs d'alerte, d'autres personnes. Et donc, il y a un effet d'entraînement. On voit la même chose chez les scientifiques. Au début, il y a eu que quelques scientifiques. Hein. On pense au professeur Raoult, mais on pense aussi au professeur Perron, et puis à d'autres médecins ou d'autres scientifiques Fouché. comme oui, mais Fouché est arrivé un peu plus tard. Mais il y a eu avant lui Alexandra Henrion-Caude. Oui, Il y a oui. eu Astrid Stuckelberger, il y a eu le professeur Toussaint aussi. Donc, Oui. ils ont été quelqu'un à aller en première ligne. Ils se sont à peu près tous fait descendre. Il y a eu le docteur Pascal Sacré en Belgique. Bon, au Québec, il y a eu Oui. zéro personne, zéro médecin qui s'est levé. Mais malgré tout, grâce à ces pionniers de première ligne, il y en a d'autres qui se sont dit ah oui, s'ils le font, ben moi aussi. C'est un peu le phénomène de conformisme social qui fait que plus il y en a qui vont au front, plus il y en a qui se réveillent en disant mais moi aussi je vais y aller. C'est un peu comme quand il y a une agression dans la rue. Si personne ne bouge,
eh bien, on peut assister tous à une agression de quelqu'un qui est une victime de malabars qui le font de façon impunie. Mais si dès qu'il y a une ou deux personnes qui sautent sur les malabars, là, tout à coup, on se rend compte qu'il y en a 10 ou 15 autres qui vont sauter aussi pour effectivement défendre. Donc, en fait, le tout, c'est de savoir quelles sont les premières personnes qui vont partir au front et se prendre des coups dans la figure, ça c'est clair. Mais grâce à cela, même si nous sommes réduits au silence d'une certaine façon, il y en a plein d'autres qui se sont levés entre-temps. Et moi, c'est ça je dirais, ma grande satisfaction. Je dirais, le fait que je sois beaucoup moins visible aujourd'hui dans les médias comme YouTube, Facebook, etc., je m'en fous parce que entre-temps, des centaines d'autres vocations de gardiens de l'humanité se sont faites grâce aux premiers que nous étions. Donc, voilà. Donc, je suis très confiant finalement et très optimiste par rapport à ce qui est en train de se passer. Mais c'est exactement ça. Hein. On est sur une forme de domino, j'ai envie de dire, Oui. tu vois, d'effet domino. Mais qui se fait, après, elle se fait pas aussi vite qu'on voudrait parfois que ça se fasse. Alors, d'un point de vue quantique, toi, le physicien, est-ce que tu peux nous amener un peu sur une réflexion de ligne de temps, de choses comme ça, que je sais pas, je te pose la question. Bon, alors, je vais être très honnête avec toi. Oui, j'ai étudié la physique quantique, bien entendu, donc entre 1979 et 1984. En physique quantique, la physique quantique, quand même, l'objet initial de la physique quantique, c'est d'étudier le comportement du réel dans l'infiniment petit. Donc, on étudie le comportement des électrons, des protons, des neutrons, donc des atomes en général. On étudie aussi le comportement de la lumière, l'interaction de la lumière avec les atomes. Donc, et ce que j'avais appris à l'époque de mes études au moment de mon doctorat, c'est que finalement, la physique quantique ne s'applique que à l'infiniment petit. Il a fallu, je dirais, plus de 20 ans pour que je découvre que finalement, on pouvait observer aujourd'hui des phénomènes quantiques dans les domaines macroscopiques, c'est-à-dire dans le domaine à l'échelle de notre réalité humaine. Et je dirais que un des chercheurs qui m'a ouvert les yeux là-dessus, c'est Fritz Albert Popp, qui est un chercheur allemand qui est biophysicien, c'est-à-dire qu'il est biologiste et physicien quantique. Et lui a démontré qu'il y avait dans le corps humain, à la température ordinaire, des phénomènes typiquement quantiques qu'on ne pouvait pas expliquer autrement qu'avec le modèle de la physique quantique. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est quand même quelque chose qui m'a ouvert les yeux sur le fait que contrairement à ce qu'on m'avait appris dans les années 80 dans mes études en physique quantique, c'est qu'on peut observer des phénomènes quantiques au-delà des températures typiquement favorables à des phénomènes quantiques, c'est-à-dire les températures proches du zéro absolu. Ce que j'ai découvert aussi, c'est que un certain nombre de physiciens proposait d'utiliser le modèle de la physique quantique pour expliquer les phénomènes sociaux, les phénomènes psychologiques. Et je pense à un film documentaire qui a révolutionné notre vision du monde, qui était What the Bleep Do We Know? Bleep, c'est un terme, si on cherche au dictionnaire, ça ne veut rien dire. Hein? Oui. Bleep, c'est what the fuck do we know? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on sait de cette putain de réalité? Hein? En fait, c'est comme ça qu'il faudrait traduire ce film. Et où là, effectivement, il nous amène sur le fait que nous, en tant qu'observateurs, nous avons cette capacité d'influer sur le réel. Puisque, en fait, ça a été une des grandes ruptures de la physique quantique. Ça, c'est de la physique quantique pure, telle que je l'ai apprise dans les années 80. C'est que lorsqu'on observe un dispositif expérimental en physique quantique, en fonction de ce à quoi s'attend l'expérimentateur, on va
faire des observations et on va faire des mesures qui seront différentes d'une fois à l'autre si notre intention ou notre attente diffère d'une expérience à l'autre avec le même dispositif expérimental. Et donc, c'est là où une partie de la science rationaliste s'est complètement effondrée au début du XXe siècle, hein, puisque je rappelle quand même que la naissance de la physique quantique, les premières intuitions, c'est 1900, c'est Max Planck, et oui, c'est 1905, Einstein. Donc, c'est très, très, très vieux finalement. Mais c'est vraiment à ce moment-là que une des bases fondamentales de la science moderne qui disait l'observateur n'influence pas le système qu'il observe, eh bien, c'est au début du XXe siècle que ce postulat s'est effondré, puisqu'on s'est rendu compte que, effectivement, dans le domaine, en tout cas de l'infiniment petit au départ, et maintenant on sait que même dans l'infiniment grand, c'est également possible, l'observateur peut influencer ce qu'il observe. Alors, pour revenir au phénomène je dirais, qui nous intéresse aujourd'hui, avec les lignes du temps, là, tu fais allusion évidemment aux travaux de Philippe Guimand, oui, qui est beaucoup mieux placé que moi pour parler de ses recherches que je trouve absolument fabuleuses. On pourrait parler aussi des travaux de Nassim Haramein. Oui. Et pour rester sur Philippe Guimand, je dirais que moi, j'ai été très, très intéressé par sa vision qu'il développe de notre capacité collective à influencer nos futurs potentiels. Et que finalement, la condition pour que nous puissions créer un autre futur que le futur qui nous est réservé par cette minorité, cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires, comme je les appelle depuis plusieurs mois, c'est-à-dire ceux qui s'appellent eux-mêmes l'élite mondiale, oui, mais en réalité qu'il faudrait plutôt qualifiés de psychopathes, de fous furieux, de gens qu'il faudrait vraiment emprisonner, oui, sinon pendre haut et court sur la place publique. Ah oui, on est d'accord. Ces gens qui sont ces mondialistes veulent nous imposer un futur qui est décrit entre autres par Klaus Schwab dans voilà, 2019, la grande réinitialisation, ou encore dans ce qu'il écrivait en 2016 dans la 4e révolution industrielle. Eh bien, si nous sommes suffisamment nombreux en tant qu'humanité à aligner nos pensées et nos aspirations vers un futur qui est fondé sur la bienveillance, sur la spiritualité, sur les valeurs écologiques, sur le respect des valeurs des valeurs féminines aussi qui manquent énormément dans la société, eh bien, nous avons la possibilité d'infléchir finalement ce futur qui nous est tracé par des malades mentaux comme Klaus Schwab pour amener l'humanité vers une autre direction. Mais ça va demander effectivement que nous nous syntonisions les uns avec les autres pour effectivement visualiser ce nouveau futur ou cette nouvelle destinée de l'humanité et pour sortir finalement du paradigme dans lequel nous nous trouvons. Voilà. Donc, je dirais que c'est un peu ça que j'aurais envie de dire du point de vue quantique, bien que je dirais Philippe Guimand serait beaucoup plus à même de rentrer dans les détails de cela. Mais je dirais que la base, le fondement de ce qu'il dit, c'est finalement ce que Einstein et Planck, et puis des gens comme De Broglie, et puis d'autres comme que ce soit Heisenberg et que ce soit allez, je perds les noms, mais non, mais t'inquiète pas. Moi, j'ai toujours un problème avec les noms aussi. Hein. Oui, mais De Broglie il y a Wolfgang Pauli. C'est Wolfgang Pauli est quelqu'un qui est vraiment intéressant parce qu'il a travaillé avec Jung. Carl Gustav Jung, ce grand psychanalyste du XXe siècle, et ils ont travaillé ensemble sur la notion non seulement de synchronicité, pour voir comment on pouvait proposer un modèle physique qui explique à la fois la notion d'événements physiques dans le réel et d'événements psychiques dans notre vie intérieure, et comment est-ce qu'on pouvait concevoir un réel
qui fasse le lien entre la matérialité et la conscience. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à explorer et moi, je trouve, nous sommes dans une époque, en tout cas, tout à fait passionnante parce que nous sommes à une croisée des chemins et là, nous avons un véritable choix spirituel à faire par rapport à ce qui nous arrive. Oui, parce que comme tu le dis très bien, on a les mêmes références effectivement de lecture et de connaissances qui sont des gens qui ont effectivement participé et c'était des précurseurs quelque part, mais qui étaient un peu ignorés. C'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas. Et ça sort maintenant finalement par des gens comme toi, comme d'autres qui vont essayer de les mettre en avant. Moi, j'essaie dans mes livres aussi de les mettre en avant, mais bon, je suis pas physicien, moi. Et on voit que il y a réellement aujourd'hui, je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais même si ça paraît difficile, c'est rude, c'est dur, tu as l'impression qu'il y a une force il y a une chape de plomb, mais tu as quand même comme si on allait vers un éveil spirituel, quoi, quelque chose de différent. Je sais pas comment toi tu le sens. Mais je vais encore te parler de physique quelques instants. Vas-y. Parce que, effectivement, quand tu parles de force, c'est l'image qui m'est revenue, quand tu parles de force qui s'exerce sur la population en général, sauf cette petite élite privilégiée qui de toute façon ne respecte aucune règle, hein, on l'a vu dernièrement, cette révélation faite par M6 de ces restaurants clandestins qui sont fréquentés par l'élite, qui se payent des repas qui vont jusqu'à 450 € le couvert. Ouais. Mais sinon, cette force qui s'abat et qui presse des millions de personnes, qui les contraint, qui les pousse au désespoir, j'en fais le parallèle avec quelque chose que j'avais apprise dans mes cours de physique, c'est que des diamants, c'est du carbone. Oui, oui. En fait, un morceau de charbon et un diamant, c'est exactement la même composition chimique. Il y a zéro différence. La seule différence, c'est que les atomes de carbone sont arrangés de façon différente sur le plan réticulaire, de telle sorte que au lieu que ce soit cette matière noire tout à fait opaque, eh bien, ça devient une matière qui devient translucide et qui laisse passer la lumière. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre le charbon et le diamant? C'est qu'à un moment donné, ce charbon a été contraint par des forces de plusieurs millions de tonnes au centimètre carré et qui font qu'à un moment donné, les couches réticulaires d'atomes de carbone vont glisser, vont s'orienter de façon différente et vont devenir un diamant. Donc, en fait, le diamant, c'est du charbon qui a été pressurisé tellement fort qu'à un moment donné, il passe à un autre état d'arrangement. Donc, c'est toujours la même matière première. Et je me dis, actuellement, ce que nous vivons, c'est ça. C'est que, alors, je ne veux pas passer sous silence le fait que un certain nombre de morceaux de charbon, lorsqu'ils sont pressurisés comme ça, ben, ils deviennent de la poudre. Donc, ils s'effondrent. Et c'est vrai qu'on voit actuellement que énormément de personnes sont en train de s'effondrer et d'être broyées, un peu comme d'un morceau de charbon qui deviendrait de la poussière de charbon. Et eux, actuellement, dans cette vie-ci, ne deviendront peut-être jamais des diamants. Mais il y a aussi pour toute une partie de la population ce challenge de dire si nous sommes capables de tenir, si nous sommes capables de rester ancrés dans notre centre spirituel, eh bien, les forces extérieures qui sont en train de nous oppresser sont en train de contribuer à faire de nous de véritables diamants humains et de véritables diamants spirituels. Et je pense que ça, il faut vraiment pas perdre de vue que l'obscurité et ce pouvoir maléfique est en train de travailler au service de la lumière. Et donc, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, oui, il y aura des dégâts. Il y a déjà des dégâts. Le taux de suicide est en train d'exploser et ce n'est encore rien par rapport à ce qui risque de se passer lorsque on sortira de cette crise officiellement.
où il va y avoir des phénomènes de décompensation qui vont s'accompagner d'énormément de phénomènes de maladies qui, elles, à ce moment-là, vont démarrer. Hein. Ça, j'ai assez de connaissances dans le domaine de la santé pour savoir que quand on sort de stress, c'est à ce moment-là que le corps va réagir à travers ce qu'on appelle des maladies. Et là, il va y avoir la véritable hécatombe. Pour l'instant, on n'a encore rien connu en termes d'hécatombe. L'hécatombe sanitaire va se passer le jour où on va arrêter les mesures sanitaires. C'est Oui, assez paradoxal, mais quand on comprend que lorsqu'on lâche le stress, c'est là que le corps va commencer à sortir ses poubelles et va exprimer les symptômes, c'est là où il va y avoir énormément de dégâts, je dirais. oui, tu as raison. Nous, on a eu, en tout cas, moi, j'ai cette chance de par ma formation. Et puis, bon, j'ai une formation scientifique psycho, j'ai une formation en même temps. Je suis médium. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Je vois les choses, je descends. C'est une faculté, c'est pas un don. Encore une fois, il n'y a rien de Mhm. mystique derrière. C'est une Ouais. faculté du cerveau. Hein, faut être bien clair. Ben voilà, j'ai eu cette chance de comprendre et de sentir comment il fallait pouvoir aider les gens à travers des aides et des soins, des énergies, des nouvelles énergies, parce que on peut amener à nous de nouvelles énergies qui peuvent soigner des gens. Il va y en avoir beaucoup à soigner. Hein. Je pense Ouais. que ça c'est le cas. Il y a rien de. Moi, je suis pas un perché. Hein, je suis bien ancré. Hein, faut être bien Mhm. clair. Mais c'est important aussi de le dire. On va avoir besoin de beaucoup de personnes pour aider Ouais. des personnes. Hein, on n'est pas dans le jugement. Moi, c'est vrai que des fois, c'est difficile. Nous, je rentre dans un magasin, voilà, en France, avec le masque là, quasiment, voilà. Et je suis le seul à faire ça, quoi. Et je me dis, je l'enlève pas complètement. Pourquoi? Alors moi, j'ai un petit problème avec ça, avec le masque, parce que j'ai eu un problème de vie antérieure avec le masque. C'est tout. Mais je me dis, c'est pas un manque de courage du tout, parce que le courage, j'en ai. Hein, ça me pose pas de problème. Hein. C'est juste que il faut qu'on se relie. Si par exemple, même sur les masques, à un jour donné, tout le monde dit on ne met plus de masque. Mhm. Tu vois, c'est le genre de choses à la con, mais je pense que c'est pas quelque chose qui est entendu aujourd'hui parce que les gens ont peur, parce que les amendes, là, j'ai reçu encore tout à l'heure quelqu'un qui avait été, parce que son masque avait été en France, c'est des gros tarés, hein, en France, hein, ça aligne, hein, faut le savoir. Enfin, je sais pas comment c'est chez toi, comment ça se passe au Québec? Bon, je ne sais pas si c'est moins pire ou pire que la France. J'ai le sentiment, quand je compare les deux situations, que le Québec est encore pire que la France. Donc ça ne rassure pas les Français nécessairement, mais ni les Québécois d'ailleurs. Mais il faut quand même se rendre compte d'abord que le montant des amendes ici au Québec n'a aucune commune mesure avec le montant des amendes en Europe, puisque les amendes, c'est entre 1500 et 6000 $. Donc, ça Putain. veut dire entre 1000 et 4000 €. Ah ouais, ah, quand même. Donc, on est bien au-delà des 135 € que vous payez quand vous n'avez pas le port du masque. Hein. Ah ouais. Euh, il y a aussi des mesures extrêmement draconiennes qui viennent d'être mises en place depuis quelques semaines, où maintenant les voyageurs qui rentrent de vacances, par exemple, de l'étranger, euh, il y a quelques semaines, on les obligeait à faire le test 72 heures avant de décoller. Mais au moment où ils atterrissent, ils sont à nouveau obligés de faire le test, comme si pendant le vol, les choses allaient changer. Et de toute façon, une fois qu'ils ont fait le test, ils sont obligés d'aller dans un hôtel payé par eux-mêmes pendant 3 jours, le temps d'attendre le résultat du test. S'ils sont considérés comme positifs,
et on sait bien que les tests PCR, évidemment, sont des tests complètement farfelus qui ne veulent strictement rien dire. D'autant plus qu'ici au Canada, ils ont forcé le nombre de cycles d'amplification, ce qui fait qu'ils ont créé artificiellement énormément de faux positifs. Ça peut aller jusqu'à 97% de faux positifs. Hein. Donc, ça veut dire que beaucoup de gens qu'on déclare positifs ne sont pas positifs, d'autant plus qu'ils ne sont pas malades. Mais donc, s'ils sont considérés comme positifs, ben, on les coince à l'hôtel encore plus longtemps. Mais les 3 premiers jours à l'hôtel, c'est $2000 payés par chaque personne pour être dans des chambres qui ne peuvent pas fermer à clé. Pour justement vérifier la nuit s'il n'y a pas des gens qui se rejoignent, etc. Il y a plusieurs agressions sexuelles qui ont été dénoncées parce que évidemment, si tu ne peux pas fermer ta porte la nuit, eh bien les femmes qui revenaient de voyage seules se sont fait agresser sexuellement par des hommes qui eux rôdaient dans les couloirs. La bouffe est dégueulasse quand il y a de la bouffe, etc., etc. Mais maintenant, le Premier ministre du Canada, donc Justin Trudeau, a carrément annoncé que ce n'était plus dans les hôtels que les Canadiens devaient se rendre, mais dans un des camps d'internement. Hein. Je rappelle que il y a plus d'une trentaine de camps de concentration qui ont été construits à la grandeur du Canada. Et donc maintenant, les gens qui rentrent au Canada sont priés de faire le test et d'aller dans un camp de concentration pour minimum 3 jours. Ce sont des camps de concentration qui sont entourés de barrières avec des barbelés et des miradors. Donc, je dirais que on est vraiment dans un remake du scénario nazi de la Deuxième Guerre mondiale. Moi, je ne vois plus aucune différence. On n'a pas d'étoile jaune, mais le passeport sanitaire est en route également. Je dirais que donc on a aussi un couvre-feu. Enfin bon, on a vraiment la totale. Et je dirais que ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est que 0 médecin ne prenne la parole au Québec. Ah ouais? 0 avocat, sauf 2 ou 3, ne prennent la parole pour défendre. En fait, tout le monde est acheté, tout le monde est corrompu, tout le monde est muselé. C'était déjà le cas en 2009. Hein. En 2009, le Québec avait quand même eu une couverture vaccinale contre H1N1 de 58%. Ah ouais? Parce que à l'époque, les médecins avaient été muselés et menacés par le ministre de la Santé d'être rayés de l'ordre des médecins, enfin ce qu'ils appellent eux le collège des médecins, s'ils donnaient leur opinion à propos de ce vaccin H1N1 dans les médias ou dans l'intimité de leur cabinet. Et le ministre de la Santé avait dit, nous enverrons dans les cabinets de médecins des faux patients pour vous contrôler. Ce qui fait que à partir de là, tous les médecins ont fermé leur gueule et on a eu donc le taux de vaccination pratiquement le plus élevé au monde contre la grippe H1N1, alors qu'en France, on était à des taux de vaccination à l'époque de Bachelot de 6-7% de la population. Eh bien, nous, au Québec, on avait déjà 58%. Et c'est un remake. Donc, moi, je m'attends à ce qu'il y ait plus de 60% de la population qui aille se faire vacciner cette fois-ci contre ce soi-disant vaccin qui n'a rien d'un vaccin. Voilà, donc c'est pas très drôle la situation au Québec et je me dis bon sang, pourquoi est-ce que j'ai été immigré dans un des pires pays, dans la pire dictature du monde, juste après la Chine. C'est assez inquiétant. Mais c'est étonnant, tu vois. Moi, on avait un ami qui nous a accueillis, qui est franco canadien et avec lequel on n'est plus du tout en contact parce que il est tellement rentré dans le truc Trudeau, tu vois, à fond. Hein, je me suis dit, il y a quand même un problème. Hein, il n'a pas compris parce qu'en plus, il a fait toutes les formations de développement de l'intuition. Il est super doué, il est très bon et on s'est dit.
mais parce que nous, à une époque, on s'est dit, on aimerait bien aller au Québec, on est bien. Hein, on connaissait d'autres auteurs, notamment, et je me suis dit, bon, pourquoi pas? Ça pourrait être sympa parce que la France, ça fait chier. Mais tu te dis, ouah, la vache, comme ils sont, mais c'est une dictature, quoi, au Canada, quoi. Oui. On est là-dedans, quoi. Je veux dire, C'est une dictature puisque effectivement tous les opposants sont muselés. Alors il y a les lanceurs d'alerte qui se font évidemment démolir par les médias dominants. Il y a zéro débat contradictoire dans les médias mainstream depuis un an, alors qu'il y en a quelques-uns en oui. France. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns. Quelquefois, Raoul a été invité dans les médias mainstream, Perron aussi, etc. Ici, c'est zéro. Zéro. Il y a zéro débat contradictoire. Et le directeur national de la santé publique, qui n'est pas le ministre de la santé, hein, mais le directeur national de la santé publique, qui est le docteur Arruda, depuis le début de cette opération, arbore très fièrement une épinglette qui est le symbole des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, qui est ce qu'on appelle l'agenda 2030. Mais depuis le début, ce bonhomme nous donne je dirais des directives qui sont totalement contradictoires, parce que lui aussi nous a dit au mois de mars 2020 que le port du masque était non seulement pas obligatoire, mais était inutile et même dangereux. Il nous l'a dit de façon, on a évidemment l'enregistrement de toutes ces déclarations, et maintenant le port du masque est obligatoire. Et dernièrement, j'ai appris que tous les médecins du Québec qui travaillent dans les hôpitaux, on leur a changé leur badge, et maintenant leur badge où se trouve leur nom, eh bien ce qui permet d'attacher leur badge à leur blouse, à leur tablier, porte également l'épinglette des 17 objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Et la plupart des médecins ne savent même pas ce que veulent dire ces 17 couleurs des objectifs de développement durable. Et quand on leur révèle des choses, on se fait tout de suite traiter de complotiste, alors qu'en réalité, les quelques fois que j'ai été interviewé par des journalistes qui avaient l'intention de me descendre, et je savais qu'ils voulaient me descendre, mais j'ai quand même accepté les interviews, sachant qu'ils allaient prendre juste quelques secondes de mon discours pour pouvoir essayer de me discréditer. Mais off-record, enfin pas off-record, mais dans l'interview qu'ils n'ont pas gardé, chaque fois qu'ils me posaient une question, je leur demandais, mais est-ce que vous avez connaissance des objectifs de ID 2020, par exemple, qui est l'objectif de numériser, hein, de donner une identité numérique à tous les êtres humains en leur donnant finalement une identité numérique qui sera relayée soit par leur smartphone, soit par un bracelet, en attendant de mettre une puce sous-cutanée ou des nanoparticules, etc. Ils ne connaissent même pas, ils sont d'une ignorance crasse. Mais quand on leur sort ID 2020, quand on leur sort les objectifs de la Gavi, quand on leur sort les objectifs de l'agenda 2030, ils sont ignorants et ils nous traitent de conspirationnistes, ils nous traitent de complotistes parce que simplement, ça ne correspond pas à la petitesse de leur connaissance. Et donc, tout ce qui est en dehors de leur connaissance, c'est nécessairement complotiste et donc nécessairement faux. Voilà. C'est très bien dit. C'est très bien dit. C'est-à-dire que moi, pour avoir bon, dans ma clientèle, j'ai beaucoup de personnes, même très scientifiques et des médecins, et qui me disent on n'est pas formé en psychologie, on n'est pas formé sur les vaccins, on n'est pas formé, on ne sait pas. Donc il y a une ignorance, mais tellement énorme. Et moi, j'étais un peu surpris. Je me suis dit, il y a quand même un minimum, quoi. Non, il n'y a pas. C'est là que tu te dis, et ces gens-là, ils vont te dire Oui. comment il faut fonctionner, quoi. Tu vois, il y a un problème quand même, hein, d'un point de vue personnel, quoi. Je veux dire, tu te dis, ah ouais, quand même, c'est lui qui va te dire, ouais, non, il fallait prendre le vaccin.
qui n'en est pas un d'ailleurs. Là-dessus, on est d'accord sur une modification génétique purement, simplement, et rien d'autre. D'un point de vue plus spirituel, est-ce que tu penses qu'on peut, comment on peut spirituellement, on va dire, se relier et trouver quelque chose pour contrer un petit peu justement ces énergies des ignorants, des affrontants, des violents, des meurtriers et en même temps des gens qui sont peut-être pas ouverts, quoi. Hein, c'est une question que je pose comme ça. Voilà. Ben, avant qu'on ne commence l'interview, tu me demandais, mais comment tu fais avec toutes les attaques que tu subis de la part Ouais. des extreme, comment tu fais pour tenir le coup et continuer? Et ça, je dirais, je peux déjà répondre parce que ça peut aider les personnes qui nous écoutent actuellement. Ouais. Parce que je dirais que, bon, d'abord, comme je te l'ai dit avant l'interview, j'ai de l'entraînement, puisque les premières fois où je me suis fait lyncher médiatiquement, c'était en 1995. Ça a été le premier article où on m'a qualifié de gourou dangereux de secte. Et d'ailleurs, mon nom a figuré dans la liste des 100 sectes les plus dangereuses de France par le premier rapport parlementaire de lutte contre les sectes, avant même que la Miviludes n'existe, etc. J'ai été cité à 2 reprises dans la liste des 187 sectes de Belgique, dans le rapport parlementaire également. J'ai été cité dans le rapport parlementaire suisse qui me qualifiait de repreneur potentiel de l'ordre du Temple solaire. Donc, j'ai quand même un pédigré assez intéressant. Et c'est intéressant parce qu'à cette époque-là, j'avais personne qui me suivait. Donc, j'étais un gourou de secte à moi tout seul, ce qui m'a toujours bien fait rigoler, évidemment, parce que bon, j'avais pas de communauté, j'avais pas d'association. Je vendais simplement l'essentiel de mon argent. D'ailleurs, je le faisais à l'époque en étant formateur professionnel en entreprise. J'étais expert auprès du patronat français dans l'association Progrès du Management, qui est une association que j'ai beaucoup aimée avec des chefs d'entreprise qui justement voulaient exercer le pouvoir de façon plus éthique, plus respectueuse, plus humaine. Et il se fait que bon, les circonstances ont fait que je suis devenu j'ai fait partie des experts les mieux payés de France. Je vivais dans un château à cette époque-là. Vraiment, je gagnais beaucoup d'argent. Et mais donc, j'avais pas besoin d'avoir des adeptes qui donnent leur argent, puisque de toute façon, moi, l'argent, j'allais le chercher chez les riches, c'est-à-dire les entreprises, pour pouvoir justement proposer des formations, parfois gratuitement ou presque gratuitement. Et chaque fois qu'une personne me disait, moi, j'ai pas les moyens de me payer la formation, je me disais, ben, qu'est-ce que tu peux payer? Et viens, quoi. C'est voilà. Donc, j'étais un peu le Robin des Bois. On fait pareil. Ouais. Donc, j'étais le Robin des Bois, vous êtes le Robin du cœur. Donc, j'allais chercher chez les riches pour redonner aux pauvres. Et donc, je ne cache pas que ces attaques entre 95 et 97 ont été extrêmement douloureuses pour moi. Donc, j'ai encaissé très douloureusement toutes ces choses, d'autant plus que j'étais spécialiste des jeux de pouvoir. Donc, en fait, j'apprenais aux gens à repérer des phénomènes de manipulation pour ne plus en être victime. Et on m'accusait d'être moi-même manipulateur, ce qui était quand même le comble du comble. Et j'ai été très affecté par cela. J'en ai même fait un cancer dont je me suis guéri de façon tout à fait naturelle et autonome parce que lorsque j'ai senti que quelque chose n'allait pas à l'intérieur de moi, je me suis dit, si je suis accusé d'être une secte comme ça, c'est que probablement il y a à l'intérieur de moi des zones d'ombre, des zones sectaires que j'ignore.
et qu'il est bon que j'aille explorer. Et donc, c'est vraiment la démarche que j'ai faite en 97. Et donc, j'ai été trouver un de mes amis thérapeutes en disant, écoute, j'aimerais que tu m'aides à voir quels sont les côtés sectaires chez moi. Et d'abord, il a rigolé parce qu'il me connaissait bien en disant, toi, sectaire? J'ai dit, écoute, oui, parce que par la loi d'attraction, par la loi de résonance, si je suis accusé d'être une secte, c'est que probablement il y a des tendances sectaires dans certains de mes comportements que j'ai envie d'explorer. Et donc, on a fait ce travail ensemble et j'ai trouvé effectivement des côtés alors pas sectaires, mais des côtés très autoritaires ou autoritaristes, puisque comme je suis quelqu'un de très intelligent, j'avais tendance à imposer ma vision des choses à d'autres personnes, etc. Sans le vouloir, mais naturellement, j'avais un sentiment de supériorité par rapport à toute une série de personnes, et je le dis très à l'aise parce que ça faisait partie de ma réalité à cette époque-là. Et à partir du moment où j'ai compris qu'il y avait un côté autoritariste, en tout cas chez moi, et de pouvoir imposer mes idées, j'ai pu faire ce que j'appelle moi tout un travail alchimique, c'est-à-dire de plonger vraiment dans ce côté autoritariste pour voir comment est-ce que je pouvais transmuter ce côté pour en faire quelque chose qui se mette au service de l'autre. Je dirais qu'aujourd'hui, ce que je fais en tant que gardien de l'humanité, c'est le résultat de ce processus alchimique de transmutation, parce que je continue à avoir des convictions très fortes, mais que je n'essaye plus d'imposer aux autres. Je partage simplement avec d'autres personnes et avec le public ce que j'ai découvert, les convictions que j'ai, mais après, le public, il en fait ce qu'il en veut. Et l'autre point que je voulais... donc ça, c'est un premier point pour ne pas être... je dirais, affecté par les attaques, c'est de dire, OK, si je suis attaqué, c'est peut-être parce qu'il y a une partie de moi qui entre en résonance et qui attire magnétiquement cela. La deuxième chose qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'en 2009, au moment où je me suis rendu compte qu'il y avait une arnaque qui était en train de se mettre en place avec la soi-disant pandémie de grippe H1N1, qui a été vraiment une grippette, qui a fait beaucoup moins de morts même que la grippe saisonnière habituelle cette année-là, c'est que je me suis mis dans une posture totalement folle, qui était de vouloir absolument que personne ne se fasse vacciner. Donc, en fait, je suis devenu, mais vraiment intolérant, et je suis devenu extrêmement vindicatif. Je voulais convaincre toute la population de ne pas aller se faire vacciner parce que j'avais l'aide de quelqu'un qui était scientifique à côté de moi, qui m'aidait et qui m'avait donné des informations sur le contenu de ce vaccin H1N1, entre autres l'utilisation d'un adjuvant qui était le squalène, dont on avait découvert que le squalène était à l'origine du syndrome de la guerre du Golfe pour tous les GIs américains qui avaient été faire la guerre du Golfe en étant vaccinés avec un vaccin dont l'adjuvant c'était du squalène, donc cette graisse issue du foie de requin, et qui avait provoqué 250 000 effets secondaires, enfin des effets secondaires chez 250 000 GIs américains, ce qui était quand même pas rien. Donc moi je voulais dire à la population, n'allez pas vous faire vacciner, ne vous faites pas vacciner, ne vous faites pas vacciner. Donc j'étais, pour le dire en termes de psychologie, j'étais complètement centré sur mon but, sur le résultat que je voulais. J'étais pas du tout centré sur le fait d'informer, qui est 100% sous mon contrôle, mais c'était 0% sous mon contrôle, ce que les autres allaient faire de ce que j'allais leur dire. Ce qui fait qu'après 3 mois et demi de combat, où j'ai quand même eu 32 menaces de mort, où j'ai été lynché par les médias, etc., j'étais mais complètement épuisé, complètement démoli spirituellement et intérieurement. Et il m'a fallu plus de 2 ans pour m'en remettre de ce combat-là, qui n'avait duré que 3 mois et demi. C'est-à-dire que, et c'est là que j'ai commencé une nouvelle analyse jungienne avec un thérapeute que j'aime beaucoup. Et quand la pseudo-pandémie de Covid-19 est arrivée, je me suis dit, je ne vais pas refaire la même erreur qu'en 2009. Ouais. C'est-à-dire que je me suis dit, cette fois-ci, je vais me centrer uniquement sur ce qui est sous mon contrôle. Et là, c'est un conseil aussi que je donne à tous ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire que cette fois-ci, mon combat, c'est
de chercher les informations les plus crédibles possibles et de les diffuser de la façon la plus pédagogique, la plus claire, la plus vulgarisée possible. Point à la ligne. C'est-à-dire, mon mandat s'arrête là et ne va pas plus loin. Du coup, qu'il y ait 6 millions de Québécois qui aillent se faire vacciner sur les 8 millions et demi que nous sommes ici au Québec, c'est pas mon mandat. Et je ne vais pas être affecté par le fait que des personnes vont aller se faire massacrer par cette injection expérimentale de matériel génétiquement modifié. Ce n'est pas mon mandat. Et ça change tout. C'est-à-dire que je fais ce que j'ai à faire, qui est 100% sous mon contrôle, et tout ce qui n'est pas sous mon contrôle, c'est-à-dire le résultat de mon action, je ne m'en préoccupe pas. Du coup, ça me rend également totalement indifférent par rapport à ce que les médias mainstream peuvent dire de moi. Et là, je bats quand même des records parce que d'après mes calculs, je fais la manchette des médias mainstream à peu près 3 fois par semaine. Dans des médias qui sont quand même importants, que ce soit TF1, France 2, France 5, Arte, la télévision belge, la télévision suisse, Radio-Canada, TVA, qui est l'autre chaîne mainstream ici au Québec, et sans compter tous les journaux comme Libération, Le Monde, voilà. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais RTL aussi. Et je suis devenu totalement indifférent. Je suis même capable de lire les articles qu'ils racontent sur moi. Je suis capable d'écouter les émissions totalement mensongères, diffamatoires qu'ils font et de rester mais totalement indifférent en disant c'est bien, ils font leur travail. Ils font leur travail, c'est-à-dire c'est l'ombre qui est en train de travailler au service de la lumière. Et donc, allez-y les gars, continuez à me taper dessus. Et en plus, je me dis, c'est génial quand même, parce que quand je fais la une du JT de TF1 à 20h, il y a des millions de personnes qui entendent parler de moi. Oui. Et parfois, les extraits qu'ils prennent, et d'ailleurs, je soupçonne certains journalistes, mais ça, je le dis sérieusement, je soupçonne certains journalistes d'en avoir marre de répéter des mensonges, parce que les journalistes sont conscients qu'ils doivent répéter des mensonges et ils sont coincés dans un système. Ils ne peuvent pas dire la vérité. Et donc, je soupçonne certains journalistes de choisir certains extraits de mes vidéos pour, soi-disant, les caricaturer, mais envoyer un message à la population en disant « Prenez ça quand même comme hypothèse de travail ». Oui. Parce que parfois, j'entends les extraits qu'ils choisissent de mes vidéos et je me dis « Waouh, c'est génial qu'ils aient choisi cet extrait-là » qui dure parfois 20 secondes, 30 secondes maximum. C'est jamais 30 minutes ou 40 minutes de développement. C'est 30 secondes. Mais le fait de me laisser dire au journal de TF1 ou au journal de France 2 ou de France 5, il ne s'agit pas d'un vaccin ou cette pandémie est une opération qui a été montée de toutes pièces. J'ai vu ça dans un documentaire qui vient de sortir de Arte. C'est la seule phrase qu'ils ont prise de moi sur un documentaire d'1h30. Et je trouve ça génial parce que d'aller et évidemment, c'est avec une intention de me démolir. Mais en faisant cela, ils sont en train de donner des informations au public en disant « Hey, allez peut-être creuser dans cette voie-là. Nous, on est obligé de dire qu'on n'est pas d'accord avec ce gars-là, mais en même temps, ce gars-là, on est obligé… Le pire qui puisse m'arriver, c'est que plus aucun média ne parle de moi. Non, mais c'est vrai. Parce que là, je suis en train de préparer un bouquin, mais t'imagines le best-seller que ça va faire? Il y a des millions de personnes qui ont entendu le nom de Jean-Jacques Crèvecoeur depuis 1 an. Donc, les médias sont en train de faire ma publicité et quand je vais sortir mon bouquin, je peux te dire que ça va faire des centaines de milliers d'exemplaires. Mais ouais, donc, non, mais c'est formidable. Génial, quoi. J'adhère à mort, hein. En tant qu'écrivain aussi et auteur comme toi. Oui, j'adhère à fond. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que quand je t'entends parler, je sens toute cette énergie
là où tu vois, on n'a pas le même métier, on n'a pas fait les mêmes choses, peut-être, mais on a quand même un rapport scientifique qui est important. Voilà, moi j'ai cru pendant longtemps que je devais prouver que j'étais médium. Oh, putain, maintenant c'est fini. Ouais. Je m'en fous. Tu vas regarder mes trucs. Et même les gens qui viennent là encore aujourd'hui, on a eu des choses, des gens qui font des critiques négatives, qui nous emmerdent. Va pas voir si tu veux pas voir. Passe ton chemin. Euh, mais moi, ce que je fais, je sais ce que je fais. Je sais ce que j'ai donné à des millions, enfin des milliers, oui, des centaines de milliers de personnes depuis plus de 30 ans. Voilà. Et c'est cette force de spiritualité, c'est ce courage que tu as euh, qui me plaît bien. Mais c'est même pas du courage, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oh, vous êtes courageux. Non, c'est pas du courage. Euh, c'est d'abord, comme disait, je ne sais plus quel philosophe, je crois que c'était Kierkegaard, mais je n'en suis plus sûr parce que c'est un truc que j'ai étudié Oui, dans les cours de philo, mais je n'ai plus jamais retrouvé. J'ai retenu la citation, mais j'ai pas retenu qui avait dit ça et je ne la retrouve pas cette citation. Mais il y a un philosophe qui disait à un moment donné, c'est peut-être Emmanuel Kant d'ailleurs, dans la critique de la raison pure. Mais donc, ce philosophe dit, à un moment donné de notre existence, il y a un tu-dois auquel on ne peut se soustraire. Et donc, à ce moment-là, oui, évidemment, on est toujours libre de ne pas écouter ce tu-dois, cette injonction. Mais moi, mon réveil, en tout cas, en tout cas, ce réveil-là, parce que j'ai eu plusieurs réveils spirituels dans ma vie. Le premier grand réveil, ça a été à l'âge de 15 ans. Le deuxième grand réveil, ça a été à l'âge de 25 ans. Mais en 2009, il y a eu la conscience intuitive d'ailleurs, parce que j'écoute jamais les médias. Moi, ça fait depuis 1982 que j'écoute pas les médias, mais j'avais capté que là, il allait se passer quelque chose de dangereux pour l'humanité, pour la destinée de l'humanité. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait. Et j'ai senti qu'on s'en allait vers une dictature fasciste pire que ce qu'on a connu lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et que oui. finalement, les nazis, la Gestapo, Hitler, etc., c'était rien du tout par rapport à ce qui nous préparait déjà en 2009. Et à ce moment-là, j'ai été mis face à un choix et il y avait un côté de moi qui disait, Jean-Jacques, laisse tomber, c'est pas tes affaires, continue à apprendre aux gens à prendre soin de leur santé, à prendre soin de leurs relations, à prendre soin de leur mission de vie, etc. T'intéresse pas à ça, continue à construire les choses. Et puis, il y avait une autre partie de moi, qui était mon âme, qui me disait, tu dois t'engager dans un combat pour dénoncer et pour faire reculer cette dictature qui veut se mettre en place. Et j'ai été déchiré pendant un mois. Pendant un mois, je pleurais toutes les après-midi sur mon lit. Ma femme se demandait, mais ce qui m'arrivait, quoi. Et je pleurais. Et elle me disait, mais pourquoi tu pleures? Et je disais, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là au niveau de l'humanité? Elle me dit, mais il y a rien qui se passe. Je dis, oui, mais ça va se passer. Mais mon pleur, mes pleurs, c'était surtout ce déchirement entre non, non, allez, je vais continuer mon métier. Et puis, il y a mon âme qui me disait non, non, vas-y là, engage-toi, c'est le temps là. Tu t'es incarné pour ça, c'est maintenant que tu dois répondre à cet appel. C'est pour ça que tu as été préparé à tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Et le jour où j'ai décidé de m'engager dans le combat, j'ai convoqué ma femme et mes 3 filles et je leur ai dit, voilà, je vais me battre. Et il est possible que les compagnies pharmaceutiques engagent des tueurs à gages comme ils le font régulièrement et que je me fasse tuer. Mais est-ce que vous acceptez l'idée que je prenne des risques jusqu'à me faire tuer? Mais de toute façon, même si vous ne l'acceptez pas, sachez que mon choix, il est fait. Mais ce serait mieux pour moi que vous l'acceptiez. Mais même si vous l'acceptez pas, moi, je vais quand même le faire, quoi. Bon, elles ont accepté, donc ça a été plus simple pour moi. Donc j'ai pris des assurances vie pour qu'elles puissent en bénéficier en cas de me faire descendre. J'ai écrit mon testament. Enfin bon, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et à partir de là, ça a été magique. Je n'ai plus eu peur. Et donc depuis septembre 2009, depuis le moment où j'ai répondu à cet appel,
je n'ai plus peur. J'ai plus aucune peur. Et donc, c'est même pas du courage, c'est simplement être aligné avec l'appel de mon âme. Et actuellement, depuis février 2020, je suis aligné avec l'appel de mon âme. Ça me fait chier de faire ce que je fais parce que je préfère franchement donner des formations à des gens et les aider à construire leur vie de façon épanouissante, autonome, responsable et consciente. Mais OK, là pour l'instant, on est en guerre. Macron nous l'a dit. Ben oui, on est en guerre, effectivement. Ils sont en guerre contre nous et moi, je réponds présent sur le champ de bataille. Mais j'ai pas peur. Et c'est même pas du courage, c'est je ne peux pas concevoir un instant de vivre dans une dictature. C'est inconcevable pour moi. Donc, à partir du moment où c'est inconcevable, eh ben, je me bats. Est-ce qu'à un moment donné, je vais me faire emprisonner dans un des camps de concentration du Canada? C'est possible. C'est possible. Si déjà, ils mettent en camp de concentration des voyageurs, des simples voyageurs, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire les conspirationnistes, c'est-à-dire les covidios, comme ils nous appellent allègrement? Peut-être qu'à un moment donné, ils vont encore durcir le ton et ils vont venir nous arrêter. Ils savent où j'habite, donc ça va pas être très très difficile pour eux d'arrêter des gens comme Alexis Cossette-Trudel, oui. Daniel Pilon, Stéphane Blais, Jean-Jacques Crèvecoeur et quelques autres. Ça va être très facile de nous mettre en prison. Mais ce qui est important, c'est comme tu le dis très justement, c'est pas qu'une histoire de courage, c'est qu'une histoire de comprendre ce qu'est la peur et surtout comment on peut sortir de ça, parce que on est avec des perceptions où on nous indique la peur depuis l'enfance. Attention, faut que tu aies ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu grandisses comme ça, faut que tu aies ton diplôme, faut que tu puisses avoir un mari, faut que tu puisses acheter un crédit, faut que tu aies un crédit. On est constamment dans la peur depuis l'enfance. Aujourd'hui, ce sont des choses qui s'enseignent pas du tout à l'école, mais aujourd'hui, les gens comme toi, avec ton discours, montrent tout simplement que on arrive dans un détachement et quand tu parles d'âme, oui, c'est ça. Tu es centré sur ton âme. C'est clair, il y a rien d'autre. Et quand on commence à arriver à ça, bon, on n'y arrive pas à 20 ans, je pense pas. C'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, c'est un peu l'exemple qu'on doit donner aux autres, je pense. C'est de leur dire, ben voilà, ouais, on prend des risques. Ben, on prend des risques. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Moi, on a vu avec Babette, c'est pareil. On me tire dessus, je m'en fous, quoi. C'est terminé, point barre. Mais moi, je sais ce qu'il y a de l'autre côté. Maintenant, ce qui est important, c'est d'avoir transmis un message. C'est la transmission du message. Je pense que c'est ça qui est essentiel. C'est transmettre, c'est aimer, c'est montrer aux gens qu'on les aime aussi. Ça, c'est important de montrer aux gens qu'on les aime. Et puis, dans ton discours, on voit bien qu'il y a une vraie, un amour mais profond de l'humain. Oui. Oui, et ça, ce sont des milliers de feedbacks que mon équipe reçoit, parce que bon, je suis pas seul. Bon, j'ai une entreprise avec des collaboratrices et collaborateurs qui étaient supposés travailler uniquement pour accompagner les étudiants qui achètent des formations payantes. Et ils sont à peu près tous recyclés à accompagner les personnes qui me suivent dans ce combat et voilà, et à rassurer les personnes et à répondre aux questions, etc. J'ai même engagé 3 nouvelles personnes le mois dernier, au mois de mars, parce que on déborde de sollicitations qui nous rapporte 0, mais c'est pas grave. Donc j'ai une entreprise pour l'instant qui fait vivre 14 personnes. Donc 8 salariés et puis 6 personnes qui travaillent comme travailleurs indépendants, travailleurs autonomes. Mais donc de l'entreprise dépendent 14 personnes. Alors heureusement que on a bien gagné notre vie dans les années qui ont précédé 2020,
parce que depuis 2020, on gagne beaucoup moins notre vie, évidemment, puisque on s'occupe beaucoup moins de vendre des formations et beaucoup plus d'informer les gens. Mais grâce à tous les bénéfices qu'on n'a pas dépensés, parce que moi, je suis pas quelqu'un de dépensier, donc l'entreprise fait des bénéfices. Alors, soit je mets cet argent de côté, soit j'engage du personnel. Voilà, c'est ce que je fais avec l'argent. Moi, comme je travaille tout le temps, de toute façon, je vois pas à quoi je pourrais dépenser mon argent. Donc, je le garde. J'ai retenu les conseils de mes parents qui disaient, tu sais, dans la vie, il y a des vaches grasses et des vaches maigres. Et ma mère m'a appris, c'est surtout ma mère qui m'a appris à ne jamais dépenser d'argent avant d'avoir l'argent sur son compte. Et elle me montrait, elle m'a appris quand j'avais 12 ans, elle me montrait le carnet où elle notait toutes les dépenses jour après jour, et à la fin du mois, elle additionnait à la main les dépenses. Donc, un pain, c'était noté, les légumes, les fruits, etc. Donc, tout était noté. Et à la fin du mois, elle avait le total de ce qui avait été dépensé versus ce qui était rentré avec les salaires de mon père. À l'époque, mon père travaillait tout seul, puis ma mère a commencé à travailler après qu'on ait eu 12 ans, mon frère et moi. Mais c'est comme ça que j'ai appris à ne pas être dépensier. Et donc, quand j'ai eu des années fastes ici au Québec depuis 2013, grâce aux formations en ligne, j'ai rien changé à mon style de vie. Ben oui, ben oui. Et c'est cet argent-là, pour l'instant, qui me permet de financer les salaires de toutes les personnes qui travaillent autour de moi et de financer le développement de Solidarita. Donc, c'est ce site de rencontre oui. autour de cette crise du Covid-19, puisque finalement, Solidarita, c'est même pas un réseau social au sens Facebook du terme, c'est plus un site de rencontre pour que les gens puissent se repérer les uns les autres par département, par province, par canton, par ville. Et je sais que ça fonctionne. Bon, il y a encore des défauts, il y a encore beaucoup de lenteur qu'on est en train de résoudre, mais j'ai investi plus de 200 000 € pour l'instant dans Solidarita. Alors, il y a des gens qui spontanément me souscrivent un abonnement à ma chaîne privée pour me remercier, pour me soutenir, mais je demande rien aux gens. Je dis simplement, voilà, si vous voulez me soutenir, souscrivez un abonnement volontaire, mais même si vous n'avez pas d'argent, vous aurez accès exactement à tous les mêmes services parce que je ne veux pas que l'argent soit un obstacle. Et donc, l'un dans l'autre, avec les bénéfices qu'on a gardés, plus les abonnements volontaires, pour l'instant, on s'en sort et on peut continuer le combat. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est cette solidarité-là qui est déjà plus que naissante puisqu'elle est là, hein, elle est là pour moi. Et on voit que on a des idées un petit peu similaires dans différents pays et on essaie de faire en sorte de mettre en avant. En tout cas, moi c'est pareil. Ça me paye pas hein, de faire comme toi. Toi, tu es depuis plus longtemps que moi. Moi, ça fait que 5-6 mois que je suis en ligne tous les jours. Toi, et là maintenant, on fait tous les trois fois par semaine parce que ça commence un petit peu aussi à fatiguer. Mais avoir toujours été là, avoir été présent pour les autres, c'est important. C'est important de parler de solidarité. Merci pour Solidarita parce que moi, je suis inscrit, hein, forcément. Hein. Je ne pouvais pas n'y pas y aller, hein. C'était évident. Et puis cette envie de partager les uns les autres toute l'information et en tout cas il faut vraiment transmettre. Moi, comme toi, hein, j'ai été censuré Facebook, YouTube et tout ça. On a été un peu emmerdé. J'ai pété un câble et je pensais pas pouvoir avoir autant de personnes derrière. Mais je me suis dit, il faut que ça serve à quelque chose. Il faut que les gens puissent se connecter. Hein, ouais. Les Robins du Cœur, c'était ça. Ouais. On en a au Québec, hein, à Montréal, etc. Oui, ouais. C'est des gens qui ont besoin de se connecter entre eux, comme Solidarita. C'est pas différent, c'est la même chose en fait. Absolument.
il faut vraiment qu'on ait cette solidarité vraie, avec cette authenticité. Et Jean-Jacques, je suis tellement heureux de t'avoir eu ce soir. Est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter ou est-ce que je vais dire que toi, je t'aime, tu sais? On dirait Johnny Hallyday. Ouais, ouais, toi, je t'aime. Ouais, que je t'aime, tu sais. Voilà, c'est ça. Ah, écoute, si tu veux un mot de la fin, je vais t'en donner un mot de la fin, mais c'est un mot de la fin qui s'adresse à tous ceux qui nous écoutent. Oui. Je dirais que simplement, c'est tenez bon, c'est tenez, ne vous découragez pas. Tôt ou tard, la lumière finit par, je dirais, déchirer l'obscurité. Le tout, c'est de ne pas se faire avoir à l'usure. Le tout, c'est de ne pas baisser les bras. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment chacun et chacune à vous rapprocher d'autres personnes qui ont la même vision, qui sont éveillées, qui ont des aspirations d'un monde différent de ce que on nous a proposé ces 200, 300 dernières années. Et, euh, et si on tient, tôt ou tard, la vérité finit par surgir. C'est ça qui fait, je dirais, le caractère très confortable de nos positions à nous, c'est que avec beaucoup moins de moyens financiers, avec beaucoup moins de moyens médiatiques, on parvient aujourd'hui à toucher pratiquement 50% de la population. Hein. Il y a des sondages qui ont montré, ici au Québec en tout cas, que pratiquement 50% de la population est conquise aux thèses complotistes. Alors que on travaille avec des bouts de ficelle, bénévolement, très peu d'argent, et en face, nous avons un premier ministre québécois qui, lui, dépense 10 millions de dollars juste en publicité propagande par mois pour essayer de bourrer le crâne des Québécois. Et malgré tout, il ne parvient à convaincre que 50% de la population, d'après le sondage. Donc, c'est pour ça qu'il faut tenir bon, qu'il faut vraiment pas douter du fait que quand on est dans la vérité, quand on est dans l'amour, quand on est dans la bienveillance, tôt ou tard, ça finit par ressurgir et par vaincre. On n'a jamais vu un ray d'obscurité déchirer une pièce lumineuse. Ce qui se passe, c'est que quand il y a deux pièces avec une pièce dans l'obscurité, une pièce lumineuse, si on en trouve une porte entre les deux, c'est toujours la lumière qui va déchirer l'obscurité, c'est jamais l'obscurité qui va déchirer la lumière. Et donc, c'est ça que je veux faire passer comme message, parce que c'est vrai que c'est dur, c'est vrai que nous allons encore vivre des mois extrêmement difficiles, ils n'ont pas encore fini de nous réserver les saloperies qu'ils ont programmées, mais si nous tenons et si nous sommes de plus en plus unis et solidaires, nous allons gagner finalement. Nous avons déjà gagné quelque part dans le futur potentiel, mais ce n'est pas encore manifesté. Voilà, c'est mon mot de la fin. Oh, c'est formidable. Mais quelle belle. Ah là 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 là. Ah, c'est du Jean-Jacques. C'est magnifique. Merci. Merci beaucoup à toi, Jean-Jacques, d'avoir accepté cette invitation Merci pour de me permettre d'avoir cette tribune, de pouvoir propager un maximum cette vidéo, parce que je sais qu'il y aura des dizaines de milliers de personnes qui vont la regarder. Et ça fait plaisir parce que il y a tellement de belle énergie, d'amour, d'opportunités, de vie et puis d'élévation de conscience. On est là-dedans. On est là-dedans. Encore une fois, comme je disais au début, moi je t'ai lu, j'ai lu tes livres il y a plus de 20 ans. Donc, ça me fait rigoler parce que je me suis dit, tiens, un jour, dans ce que je pourrais discuter avec Jean-Jacques, ben voilà, on vient de passer un bon moment. Voilà. Et on va remercier Chloé Framery de l'équipe de l'info en question, puisque c'est elle qui a fait la jonction entre toi et moi. Et donc, merci à Chloé, qui est une femme que j'apprécie beaucoup et dont j'admire également énormément. Je vais pas dire le courage, mais l'engagement, en tout cas, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus
Nous avons, je pense, beaucoup plus de qualité d'engagement que de courage, parce que le courage, c'est naturel, je dirais, c'est on ne veut pas la dictature et on agit en conséquence. Ouais, c'est bien dit ça. Ça, c'est bien dit ça. Oui, c'est bien dit. C'est bien trouvé. Hein. Oui, effectivement. Et Chloé, on t'embrasse parce que je pense que on a déjà posté la vidéo. Ça a fait énormément Ouais. de vues et des gens qui étaient hyper contents. Donc, ça fera pareil avec toi et puis d'autres personnes et on en reparlera. Voilà. Ben, mon Jean-Jacques, je te fais des gros bisous. Et merci, toi aussi. Voilà. Et puis, Bisous à je te dis à bientôt alors, peut-être en live, parce que maintenant, j'ai trouvé un système pour mettre sur VK en live. Donc, VK, il faut savoir qu'il y a beaucoup de milliers de vues. Hein. C'est intéressant, diffuser l'information, encore une fois. Hein, ça, c'est important. Merci beaucoup, Jean-Jacques, d'avoir été présent ce soir. Et enfin, ce soir, oui, parce qu'on enregistre le soir. Hein. Voilà, c'est ça, c'est enregistré. Et puis, encore bravo pour tout ton investissement dans ce que tu as fait depuis des années et que tu continues à faire. C'est vraiment un travail d'âme et d'âme très élevé. Et je dis pas ça pour brosser dans le sens du poil. Moi, je dis des choses telles que je le vois. Moi, je suis médium, hein, c'est mon boulot. Donc, dès que j'ai vu Jean-Jacques, je me suis dit, waouh, il y a du lourd derrière. Voilà, c'est comme Chloé, c'est des gens qui ont vraiment, ils ont un taf à faire, ils le font. Peu importe, même si c'est compliqué et c'est difficile, ils le font. Et bravo à vous. Voilà. On t'embrasse et on t'aime. À bientôt.